Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Ici, vous le savez, on parle d'arabe, d'asiatique, de blanc, de rome, de noir, tout ça sans complexe. Depuis septembre 2018, nous explorons les questions raciales et la manière dont elles s'inscrivent dans notre quotidien, tout comme leur expression publique. Comme nous vous l'avons répété tout au long de la saison, le racisme n'est pas une question individuelle, c'est le fruit d'une histoire. C'est une idéologie qui s'inscrit dans un système dont les effets sont visibles à tous les niveaux de la société, dans la sphère privée comme dans l'espace public. Nous avons décidé d'analyser le racisme qui a été rendu le plus visible en France à travers quelques polémiques qui ont eu lieu cette année et qui ont secoué notre pays. Notre but est surtout d'offrir un contrepoint face à l'opinion dominante. Aussi, nous ne reviendrons pas sur les affaires qui ont fait l'objet d'une condamnation générale. Donc on reste aujourd'hui entre nous, on n'a pas d'invité, Rokhaya et moi, on s'empare de ces sujets et on vous propose notre lecture, polémique, débat, déclaration publique. Nous allons tout passer à la moulinette de Kiffe ta race. Alors on commence par quoi, Rokhaya ? Alors on va commencer par se mettre en mode hip-hop. Jusque-là, personne ou presque ne le connaissait. Hier, tout le monde ou presque a réagi. Nick Conrad est donc un jeune rappeur qui a mis en ligne il y a 10 jours le clip d'une chanson intitulée PLB pour Pendez les Blancs. Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents. Voilà pour le début du texte. Condamné par toute la classe politique jusqu'au gouvernement, une enquête a été ouverte pour provocation publique à la commission d'un crime ou d'un délit. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, explique le président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, Mario Stasi. Pour moi, c'est clairement une incitation à la haine. C'est effroyable, c'est d'une violence inouïe, c'est abject, c'est un appel au meurtre, parce que c'est un appel à massacrer les Blancs. C'est une communauté contre l'autre, et c'est un bloc contre l'autre. Pour moi, on est très très loin de cette liberté d'expression, cette liberté de création, on est dans le propos politique. Alors, c'était un extrait du journal de RMC datant du 27 septembre 2018. Alors, comme on l'a entendu, la France s'est mise à trembler la découverte d'un clip de rap d'un certain Nick Conrad, dont la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler auparavant. Est-ce que tu connaissais, toi, Grace ? Pas du tout. On est d'accord. Donc moi, quand le clip est sorti, mes réseaux sociaux sont littéralement ont pris feu. C'est-à-dire que tout le monde m'a demandé, parce que le Nick Conrad en question est noir, et apparemment, je suis responsable de tout ce que les Noirs disent dans ce pays. T'étais où, Rokhaya ? On m'a demandé toute la journée ce que je faisais, si je condamnais, etc. Et je dois aujourd'hui faire un mea culpa parce que j'ai, comme beaucoup, pensé qu'il s'agissait d'un appel au meurtre. Et donc j'ai pris les paroles au premier degré au départ en me disant qu'il y avait un mec qui faisait un clip où il appelait à pendre les blancs, à les massacrer, etc. Donc j'étais évidemment horrifiée au départ. Et avant de me rendre compte, en étudiant à la fois le clip et les paroles, que même si le clip est très violent, et j'avoue que moi je suis pas forcément très à l'aise avec la violence explicite, en fait chaque situation qui était décrite aussi bien dans le clip que dans les textes faisait écho à un moment historique d'oppression qui avait été vécu par les Noirs. Donc les pendaisons, le fait d'en faire un divertissement pour les personnes blanches, des scènes qui sont reprises du film Get Out, du film American History X, et que finalement ce que disait le rappeur en disant qu'il invoquait la fiction, ça se défendait complètement. Et que ça n'a jamais été entendu comme étant la possibilité d'une création artistique, et que directement on a considéré que ce mec-là en fait demander à ce qu'on pende vraiment les blancs sans imaginer qu'en fait finalement il y avait quelque chose qui était de l'ordre d'une histoire et qu'il avait utilisé ce qu'on appelle un renversement, quoi, tout simplement une inversion. Dans les textes d'ailleurs il dit je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, attrapez-les vite, pendez leurs parents, écartez-les pour passer le temps, divertir les enfants noirs tous âges, petits et grands, fouettez-les fort, faites-le franchement. Et tout ça on voit bien à quoi ça fait écho, c'est vraiment la ségrégation aux États-Unis, les lois Jim Crow. Et d'ailleurs, le texte se réfère à un fruit étrange, qui est un écho à la chanson Strange Fruit de Billie Holiday, qui parlait de ce fruit étrange qui est le corps noir pendu à un arbre. Et donc, ce que je trouve dingue, en fait, c'est qu'à aucun moment, on ne lui a accordé le bénéfice du doute et la possibilité de la fiction. Et si on compare, moi je pensais par exemple à d'autres rappeurs comme Orelsan, avec sa chanson Sale pute, où quand même le mec a été relaxé, alors qu'il n'a jamais invoqué une figure de style. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte qui est vraiment sexiste où les femmes se font vraiment taper, alors que les blancs n'ont jamais été pendus parce que blancs, n'ont jamais été fait l'objet, n'ont jamais été des spectacles pour les personnes noires. Donc je trouvais qu'il y avait vraiment une différence de perception, même si à l'époque Orelsan avait été largement condamné. Finalement, on lui a accordé le droit d'être un artiste et de pouvoir tenir des propos violents à l'égard des femmes
parce que finalement, la perception, c'est comme si Nick Conrad n'avait pas le droit d'avoir une distance parce qu'il était noir, quoi. Il y a vraiment cette question de la liberté artistique qui, donc, elle est applicable à un artiste comme Orelsan, mais elle n'est pas applicable à quelqu'un qui se dit artiste comme Nick Conrad. C'est-à-dire que, voilà, surtout que son propos, le propos du texte Pendez les Blancs, ce titre-là, a tout de suite servi à étayer les fantasmes sur le racisme anti-blanc, hein, je mets des guillemets, c'est-à-dire que ça venait à point pour dire mais regardez, de toute façon ils nous détestent, ils veulent faire des trucs horribles, voilà. C'est vraiment venu nourrir ces peurs-là et voilà, ça a servi à ça, quoi. Donc, c'est comme si, enfin, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'angoisse chez beaucoup de blancs d'une vengeance. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a tellement été opprimés pendant des siècles qu'il y a des gens qui ont l'impression que, en fait, si on avait le pouvoir, on ferait la même chose. Alors que, enfin, je veux dire, personne n'a jamais demandé, tu vois, à brutaliser quelque chose. Ce que demandent les gens, généralement, c'est l'égalité. Mais tu vois, pour moi, il y a vraiment ce truc-là de flip, que finalement, un jour, les Noirs, les Arabes se rebellent et décident finalement de torturer les Blancs, parce qu'en fait, ils ont été torturés, en tout cas, leurs ancêtres l'ont été pendant plusieurs siècles. Et c'est vraiment... Ça veut dire quand même qu'il y a une conscience de l'histoire qui est très forte et une crainte qui n'est pas du tout fondée. C'est-à-dire que ce mec-là, en plus, il avait même pas d'audience. Si vraiment c'était un propos qui était un propos d'appel au crime, qui avait un écho, il aurait eu je ne sais combien de milliers de vues, alors qu'en fait il avait genre 200 vues. Et même moi, je suis tombée dans le piège, c'est-à-dire que même moi, je sais pas, j'ai mis au moins, 24 ou 48 heures avant de me dire que c'était pas un mec, enfin peut-être pas autant, mais j'ai mis du temps avant de prendre de la distance par rapport au fait que, ah ouais, en fait, non, c'est pas un mec qui veut pendre les blancs, mais c'est un artiste qui a voulu utiliser une inversion tout simplement. Et par rapport à la réponse de la justice, donc d'un côté, il y a eu une relaxe pour Orelsan et Nick Conrad a été condamné, lui, à 5 000 € d'amende avec sursis pour incitation à la haine. C'est pas ça, provocation au crime, voilà. Parce que chacun sait, ce clip a donné envie à des gens de pendre les blancs. Mais c'est incroyable. Donc, le fait que d'un côté il y ait une vraie distanciation, on parle de distance entre l'artiste et son objet et le propos qu'il est en train de tenir. Là, on parle en dehors de toute appréciation artistique, c'est-à-dire que si vous n'aimez pas la musique, si vous n'aimez pas, enfin, c'est pas une question d'appréciation artistique. Là, on parle de la liberté d'expression. Du coup, la liberté d'expression, elle n'est pas infinie, elle a des limites, clairement. Mais est-ce que les limites ne sont pas les mêmes en fonction des personnes qui exercent ce droit ? Mais c'est ça en fait que je trouve dingue, c'est que d'une part, en fait, ce que j'invite vraiment les gens à suivre le live tweet qu'avait fait Siam Asbagh du procès. C'était hyper intéressant parce que Nick Conrad en fait expliquait ses références américaines, ses références culturelles, que ce soit des références cinématographiques ou musicales ou historiques tout simplement. Et en fait, apparemment, la magistrate qui l'interrogeait lui a dit « Mais vous êtes sûr que les gens comprendront ces références-là, qu'en fait, le public français n'était pas à même de comprendre ?» Et je me dis « Mais attends, depuis quand on mesure la pertinence artistique d'un artiste par rapport à la faculté du public à comprendre ?» Déjà, c'est hyper méprisant et c'est pas ça qui fait en fait C'était incroyable. C'est fou. Et t'imagines, par exemple, Serge Gainsbourg dans le box des accusés en disant « Alors, quand vous avez écrit Lemon and Zest, est-ce que vous êtes sûr que les gens, ils allaient penser que c'est pas ce que vous voulez faire avec votre petite fille de 12 ans ?» Clair. Non, mais c'est clair. Surtout qu'en plus, il y avait une mise en scène dans le clip on aurait pu dire il n'y a pas de distance, c'est sa vraie fille en plus. Tu vois. Mais en fait, l'artiste est obligé de se justifier. Là, il fait une explication de texte sur son propre truc en disant j'ai voulu dire ça, et vous êtes sûr ? Bah oui, puisque c'est moi qui l'ai écrit. Oui, mais les gens ne vont pas comprendre, alors on vous condamne. C'est dingue. Et moi, ce que je trouve ouf aussi, c'est le consensus par rapport au racisme anti-blanc. C'est-à-dire que tous les jours que Dieu fait dans ce pays, il y a des gens qui sont victimes de racisme. Et ces gens ne sont pas blancs. Ils sont asiatiques, ils sont noirs, ils sont arabes, ils sont roms. Et indifférence générale. C'est-à-dire que on le croit pas, ou même quand c'est avéré, genre des joueurs de foot qui se font traiter de singes, ou des trucs vraiment explicites, il y a zéro condamnation, zéro conséquence, etc. Là, le mec fait un clip qui a 200 vues. Donc Marine Le Pen, en toute logique, intervient. Mais derrière, ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, convocation par le procureur, enquête ouverte, et tout ça en 20 heures. Il y a zéro préjudice. C'est ça. C'est-à-dire personne n'est blessé, personne n'est visé directement, mais tout de suite, il y a un dispositif qui se met en place et ça devient une polémique nationale. C'est-à-dire que tous les médias en ont fait un débat. Et je veux dire, là, et quand il y a une vraie personne qui meurt entre les mains de la police, je sais pas, je pense à des gens comme Adama Traoré, comme Amin Bentounsi, enfin, énormément de gens à qui ça arrive tous les ans, on
en parle, enfin, on n'en parle pas. Adama Traoré, on en parle parce que sa sœur est voilà, quelqu'un de très dynamique, tout comme Hamid Bentounsi. Mais il y a 15 personnes qui meurent tous les ans et 90% sont des personnes d'origine maghrébine ou des personnes perçues comme noires. Et pour autant, on n'en parle jamais. C'est-à-dire qu'il y a zéro conséquence. Et là, c'est un truc virtuel, une fiction, un rappeur qui n'est pas connu. Et là, tout le dispositif se met en œuvre et je trouve que c'est hyper intéressant sur ce que ça dit de la place des minorités, quoi. Et là, il y a une relance de la polémique puisqu'il a sorti un nouveau titre, Nick Conrad, qui s'appelle Doux pays et chose assez rare, enfin, il a pris le soin de mettre un avertissement. Le clip commence et il y a warning et il a probablement eu un avis juridique sur la question qui dit le mot France est à considérer ici comme une mentalité française, média. Alors ça c'est à la fin, ça quand il dit ça, qui se sont arrogés le droit de qualifier Nick Conrad dans des termes inexacts plutôt que d'ouvrir un débat épineux. Donc c'est-à-dire que lui, maintenant, il se borde de tous les... Enfin, personne n'a jamais vu ça. C'est-à-dire qu'on voit explicit lyrics sur les albums de rap américains, parce qu'attention, il a dit le F-word ou le S-word, parce que, tu vois, ça peut choquer nos enfants. Mais là, du coup, il est obligé de c'est quand même incroyable. Attention, je suis un artiste. Ouais, moi, en fait, tu vois, dans ce clip-là, enfin, déjà, quand j'ai entendu... En fait, et que j'ai vu tout le monde réagir, je me suis dit, mais vous êtes bête. Enfin, je veux dire, le mec, c'est évident, là, qu'il cherche à susciter des réactions. Et à la limite, moi, à titre personnel, parce que du coup, dans ce clip-là, il met en scène une violence qu'il exerce contre une femme. Et en fait, le texte, c'est « Je baise la France jusqu'à l'agonie ». Et en fait, moi, ce que j'aime pas, c'est le fait de toujours mobiliser ce même registre sexiste et de personnifier la France comme étant une femme qu'on agresse de manière sexuelle, puisque c'est baiser jusqu'à l'agonie, jusqu'à ce qu'elle en meure, quoi. Et c'est pas nouveau, c'est pas un truc de Nick Conrad, mais je trouve que dans le rap français, à chaque fois que des gens sont critiques de la France, ils en font une femme qu'on agresse, soit physiquement, soit sexuellement. Et ça, je trouve que c'est un peu facile, quoi. C'est un peu facile et c'est... Voilà, je trouve ça dommage de recourir à ce genre de choses, quoi. Ça, c'est un sexisme que je trouve très répandu, ce fait de personnifier la terre nourricière par une femme. Enfin, c'est Marianne, quoi. C'est la femme qui a les seins à l'air parce qu'elle nourrit son peuple. C'est cette image de la femme. D'ailleurs, quand tu vas au musée de l'immigration, tu vois des images de femmes à poil partout parce que c'est ces images des peuples, des nations qu'elles représentent. Et oui, je trouve que c'est sexiste de représenter les femmes comme un utérus, parce que c'est ce que c'est. Exactement. En fait, là. C'est un utérus reproductif, quoi. Voilà c'est ça. Donc, voilà, pour cette polémique, je te propose qu'on passe à la suivante, Grâce. Nous allons tous ensemble faire un son. Bonjour, grand maître, et bienvenue dans ce temple où vous allez m'apprendre tout ce que je dois savoir. Non, je te jure, je suis en train de niquer 20 ans de carrière, là. Je suis en train de faire... Pour toi, sushi, chinois, japonais, c'est la même chose, c'est le même délire. Non, ça, c'est accent chinois. Okay. Japonais, c'est plus... Ok. Et tu sais ce que ça veut dire ou tu t'improvises? Ça veut dire, j'adore les sushis. Alors, cette pénible séquence, c'était un spectacle de Kev Adams et de Gad Elmaleh qui s'appelle Tout est possible, qui d'abord a été joué sur scène, puis qui a été diffusé sur M6 en 2016, qui avait à l'époque fait réagir des personnalités telles que Anthony Chélan, qui avait écrit une tribune dans Click, où il est journaliste, Louise Chen, qui avait fait une tribune aussi dans Les Inrocks. Voilà, donc ça avait suscité quand même pas mal de réactions parce que les personnes disaient très très justement, et moi j'ai ressenti la même chose, mais quelle humiliation de voir ça à la télévision publique, national, enfin je veux dire voilà, M6 quoi, enfin il y a un truc qui c'est partout diffusé dans toutes les télés, et après ça aucune conséquence, c'est-à-dire que les humoristes ont continué à faire ce sketch, et d'ailleurs il a été rediffusé en 2018 l'année dernière sur W9, donc dans le même groupe qu'M6.
Et alors que la promo est en train de se faire pour la rediffusion, Gad Elmaleh, il a tweeté, je crois qu'il a tweeté c'est ça, il a tweeté Louise Chen, une photo d'elle, en lui disant, en se moquant d'elle en fait, en lui disant. Ouais, en fait, il a fait une espèce de photomontage où il y avait une bulle sur la photo de Louise Chen qui disait qu'elle avait trop hâte de revoir les Chinois de Gad Elmaleh sur W9. Donc Louise Chen, la DJ qui a écrit sa tribune pour dire qu'elle avait mal vécu parce qu'elle est elle-même d'origine asiatique. Et donc, en fait, il se foutait de sa gueule, quoi. Et du coup, comme en plus, il est super suivi, il y a plein de gens qui ont harcelé. Cyberharcèlement, quoi. C'est ça, exactement. Donc, c'était incroyable. Et donc, déjà, moi, je trouve ça... c'est atterrant qu'à la télévision, en 2018, 2016, 2018 et aujourd'hui 2019, on puisse encore voir ce genre d'humiliation. C'est-à-dire que c'est pas juste une... C'est une caricature grossière qui sert à moquer. C'est-à-dire que personne en Asie ne parle comme ça. Personne ne parle comme ça. Il y a un espèce de fourre-tout. On met tout dans le même continent. Donc les sushis, vous avez bien vu. Bon, après, ça continue, mais il y a la viande de chien. Enfin, il y a tous les clichés. Il y a les costumes aussi. Là, on a la chance de ne pas les voir, mais c'est dramatique, quoi. Ils sont habillés en des espèces ils pensent que c'est chinois, mais en fait, c'est avec les petits cheveux devant, la petite natte et voilà. Et donc ouais, moi je trouve ça, c'est clairement une injure à tout un continent de donner ça à la télévision publique. Et donc moi, comme beaucoup d'autres, j'ai fait une plainte. Je me suis plaint au CSA puisque c'est quand même les garants de notre système audiovisuel. Et ils m'ont répondu donc en juillet 2018, donc pour quelque chose que j'avais signalé en avril, et qui m'ont dit vous avez saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour signaler le clip de Gad Elmaleh et Kev Adams. Donc il me rappelle, conformément à la convention de cette chaîne, ils doivent respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public, entre autres. Et donc il m'annonce que lors de sa séance du 13 juin 2018, le CSA, tout en comprenant que des propos et des scènes aient pu heurter certaines personnes, a considéré que compte tenu du caractère humoristique du programme, la chaîne W9 n'avait pas manqué à ses obligations. J'aime bien la suite. Je tiens à vous assurer que la lutte contre la discrimination dans les programmes télévisés est une préoccupation constante du Conseil. Enfin, les deux phrases complètement contradictoires. Et quand j'ai reçu ça, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Donc le CSA, il est juge. Il est en train de me dire, bon, bah écoute, je t'ai entendu et j'ai jugé que c'était pas raciste. Oui, parce que c'est humoristique. Donc, je me suis dit, mais vous êtes qui, en fait, pour décider que c'est raciste ou pas? Moi, si je vous dis que c'est quelque chose qui me blesse, si d'autres personnes, il y a eu des centaines de plaintes, c'est pas juste, je suis pas seule à avoir réagi comme ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont fait cette démarche. Donc, devant cette réaction, vous vous êtes dit, non, en fait, moi je trouve que c'est pas raciste. Ben oui, mais... C'est dingue. Et en fait, ce qui est fou, c'est comment ça... En fait, moi, ce qui me choque le plus, c'est que non seulement, quand c'est passé en 2016, il y a eu un tollé qui n'a absolument eu, comme tu l'as dit, aucune conséquence, mais qu'en plus, Gad Elmaleh était tellement à l'aise qu'en fait, il a annoncé ce qu'il appelait le retour du chinois, et il a aussi un peu tagué Anthony Chélan, il me semble. Oui, je crois, oui. Voilà, tu vois. Et donc, en fait, il s'en est pris aux gens qui s'étaient positionnés en disant, nous, on est heurtés personnellement en tant qu'asiatiques, et c'est foutu de leur gueule. Et vraiment, d'une manière tellement détendue qu'on se dit, mais le mec vit dans une forme d'impunité incroyable, quoi. C'est vraiment fou. Et surtout dans l'humour, je crois qu'il y a encore plus de difficultés que dans d'autres domaines, parce que on est vraiment dans ce truc de non, mais la liberté est absolue, on peut rire de tout. Tu sais, c'est ce truc de nous, on veut comment dire, rien ne nous empêche et toi, si tu trouves pas ça drôle, c'est parce que tu n'as pas d'humour, ou que t'as pas d'autorité. Enfin, il faut avoir de l'autodérision, etc. Et ça, je trouve que non, en fait, aucune liberté n'est absolue. C'est-à-dire que ta liberté, elle s'arrête là où commence celle des autres. En fait, c'est toujours là un peu comme ça qu'on le. Donc, si toi ça te fait rire et que la personne elle est blessée, il va falloir repenser ton truc. Et donc là, on voit bien que ça n'a pas été le cas dans cette
dans ce dossier, et je pense que c'est toujours l'impunité qui règne dans le domaine de l'humour. C'est-à-dire que puisqu'on fait de l'humour, on peut tout dire, on peut taper sur tout le monde, et tant que c'est drôle. Et puis, dans autodérision, il y a auto quand même. Enfin, tu vois, le but, c'est quand même qu'on rit de soi, c'est pas que des autres se moquent de toi. Et je trouve que dans un contexte où les personnes d'origine asiatique sont sous-représentées, voire pas du tout représentées, qu'est-ce que ça signifie finalement de voir que la seule image qui soit promue, c'est une image dégradante, qui est en plus produite par des gens qui ne sont pas eux-mêmes d'origine asiatique. Et tu vois, quand Gad Elmaleh explique en disant que lui, il est d'origine marocaine, que donc évidemment, il peut pas être raciste, j'ai envie de dire, mais c'est n'importe quoi. En fait, t'es pas asiatique, donc ce que tu fais, ça peut être complètement problématique vis-à-vis de personnes qui sont même pas là, en fait. En plus, qui sont très, très absentes des représentations publiques. Et vraiment, je trouve en plus que c'est tellement années 80, tu vois, Michel Leb, que tu vois, c'est pathétique, quoi. C'est vraiment très, très mauvais, quoi. Il y avait eu ça aux États-Unis aussi par rapport aux Oscars, il y a 2 ans, avec Chris Rock. Ouais. Il avait fait venir sur scène des enfants, je crois, d'origine coréenne. Et il avait fait quelque chose de très offensant pour ces enfants. Et la communauté asiatique aux États-Unis, les communautés asiatiques, parce que je pense qu'il y a les Coréens et d'autres personnes, se sont insurgés contre ça en disant, mais attendez, c'est pas parce que c'est Chris Rock qu'il est immunisé contre tout. Peut-être qu'il a eu des combats, lui, progressistes, antiracistes, etc. Mais ça, clairement, il a oublié de se regarder, enfin de balayer devant lui avant de faire cette scénette. Et donc je crois qu'il s'est pas excusé, Chris Rock, en fait, après ça. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est un peu la même chose dans l'humour où on a l'impression d'être impune, enfin l'impunité règne. Ouais, c'est ça. Et puis on n'est pas immunisé parce qu'on est soi-même une minorité, quoi. Alors on va passer au prochain sujet qui a agité la France l'année dernière. Cette année. Ne cherchez pas ce hijab de sport sur le site français de Decathlon, il n'y sera pas commercialisé. Ce produit, qui est un couvre-chef adapté à une pratique sportive, ne sera pas, jusqu'à nouvel ordre, commercialisé en France. Et nous ne souhaitons pas entrer dans les polémiques. Plus tôt dans la journée, le directeur de la communication de la marque avait pourtant affirmé assumer le fait de rendre le sport accessible à toutes les femmes du monde. C'est presque un engagement sociétal si cela permet à des coureuses de pratiquer la course à pied. Nous l'assumons avec sérénité. Le produit est alors annoncé dans l'Hexagone dans les prochaines semaines. Mais les critiques se multiplient. Faire de l'argent de tout n'est sans doute pas dans mon éthique. J'ai envie d'une société où l'homme et la femme pleinement puissent être considérés à égalité. Face à la polémique, Decathlon rétropédale, pas de hijab de sport en France. C'est un revirement qui est bienvenu pour une raison toute simple. C'est que je pense ils sont partis à la recherche du buzz parce que peut-être question commerciale, polémique. Et finalement, ce buzz, il est dangereux. Il ne faut pas s'amuser avec notre pays. Il ne faut pas s'amuser à le diviser. La marque commercialise pour l'instant ce produit au Maroc. Alors c'était BFM 27 février 2019. Les voix qu'on a entendues, c'est Gérard Larcher, le président du Sénat, et la députée MoDem, Sarah El Haïry. Voilà. Donc, déjà, j'ai envie de rebondir sur ce que disait le directeur de la communication de Decathlon quand ils ont rétropédalé, qu'ils ont retiré du marché ils l'ont pas retiré, il n'est pas sorti, il n'a pas été disponible du tout, pas eu le temps de sortir des cartons. Il a dit, nous ne souhaitons pas entrer dans les polémiques. Le mec, en fait, c'est toi la polémique, t'as vu? C'est trop tard pour nous. Dedans. C'est toi qui et c'est vraiment pire de ne pas assumer, en fait. Et bon, donc on a parlé de cette polémique à plusieurs reprises dans Kif Taras, et je trouve que c'est important encore de le souligner que on a des visions très différentes de la place des femmes qui s'affrontent là dans l'espace public. D'un côté, une vision qui voudrait que les femmes, les différences entre les différentes confessions et qui permettent à toutes les personnes, notamment les femmes, de faire du sport et d'autres activités, soient prises en compte. Donc cette vision où on propose des produits adaptés à des besoins différents. Et de l'autre côté, une vision très, très uniformisée de on doit toutes faire du sport en short et en débardeur, sinon t'as pas le droit de faire du sport, quoi. C'est un peu comme les...
C'est les tenues des joueuses de tennis, toi, qui sont très courtes pour les femmes et pour les hommes qui sont plus couvrantes, ou même pour le beach volley où elles doivent forcément être en maillot de bain. Mais en fait, moi, ce que je trouve fascinant, c'est quand même qu'on est dans un pays qui est gouverné par un président libéral. Et que le libéralisme, c'est un principe absolument fondateur de la politique d'Emmanuel Macron. Donc là, on a une entreprise, en fait, française, qui a identifié un marché et qui se dit « je vais me lancer parce que je veux gagner de l'argent ». Et donc, tout le monde est d'accord pour dire que le fait d'investir ce secteur d'activité et de produire un hijab n'est pas illégal. Mais on te dit que ça contrevient à des valeurs qui ne sont même pas dans la loi. Donc il y a une espèce de contradiction entre, d'un côté, on se dit qu'on doit encourager les entreprises françaises à gagner de l'argent, d'autant plus que Nike est déjà sur le marché. Mais en même temps, en fait, on est tellement islamophobe qu'on en devient antilibéral et que finalement, on contraint une entreprise privée, hein, c'est même pas une entreprise publique, hein, une entreprise privée, en fait, à cesser une activité parce que, en fait, on ne supporte pas l'idée que des femmes qui portent le hijab puisse tout simplement avoir une pratique sportive, quoi. Et c'est cette accusation de la femme qu'on entend, qui est la députée Sarah El Haïry, qui accuse Decathlon de diviser la France. Il faut pas venir diviser la France et tout. Chez nous, on n'est pas les États-Unis. Et vraiment cette idée que aux États-Unis, ils vivent les uns à côté des autres, ils se parlent pas, mais nous en France, on est hyper différents de ça. Nous, on est tous ensemble, et Decathlon est venu déranger ce vivre ensemble. En fait, c'est vraiment tellement faux de projeter cette image où ceux qui divisent, c'est Decathlon ou les femmes qui portent le foulard, qui décident de porter le foulard. Elles viennent enfin, il n'y a aucune envie de division. C'est-à-dire qu'ils veulent juste faire du sport pour l'une. Ouais. Mais en fait, c'est le contraire de la division. C'est-à-dire que ce qui divise, c'est de ne pas permettre à ces femmes-là de pratiquer du sport dans des conditions confortables. Et ce qui divise, c'est qu'effectivement, le message qu'on leur envoie, en gros, c'est faites du sport chez vous, quoi. Faites du sport chez vous. Et c'est ça. Et en plus, je veux dire, Decathlon a juste sorti une ligne de sport. Et ce qui a divisé, c'est à partir du moment où les gens se sont emparés de ça en demandant au nom de quoi ? En plus, au nom de rien du tout. Je veux dire, ils contreviennent même à la liberté d'entreprendre, au nom de valeurs qui ne sont même pas dans la loi, à Decathlon de renoncer à un marché. Moi, je trouve ça, de la part quand même de la droite, en fait, ça n'a aucun sens. On a beau retourner le truc dans tous les sens, c'est complètement idiot, quoi. C'est vraiment... Et quand on pense à Ibtihaj Mohamed, l'escrimeuse qui est championne olympique, qui est égérie de Nike, alors elle est américaine et elle porte un hijab, elle est égérie de Nike, et justement, Nike a fabriqué des hijabs qui sont adaptés à sa pratique sportive. Et d'ailleurs, elle a expliqué, elle, que le jour où elle a eu un hijab de sport, ça a complètement changé des choses par rapport à ses performances en tant qu'escrimeuse. Donc même pour sa nation, c'était intéressant. Et cette fille-là, elle a même une Barbie à son effigie. Je veux dire, t'as l'impression qu'on habite dans la préhistoire en France. Ah oui, pas chez nous, ça c'est pas chez nous. Nous, on veut pas de championne olympique. Nous, ah bah non. S'ils n'ont pas les cheveux à l'air, ça ne m'intéresse pas. Bon, on va passer à la prochaine polémique qui nous a secoué. Il y a deux choses qui choquent dans cette fresque. Premièrement, elle emprunte clairement au code colonialiste. Si vous voulez, c'est 50% de Tintin au Congo, 50% de Banania et 100% de colonialisme. Et puis deuxièmement, ce qui choque tout autant, c'est qu'elle est à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire dans le lieu qui représente le peuple, et voilà comment on représente une partie du peuple sous des dehors racistes et colonialistes. C'est évidemment inacceptable. De deux choses l'une, ou bien l'œuvre est répréhensible, ou bien elle ne l'est pas. Je me permets de vous rappeler, commençons par cela, ce qu'est cette œuvre. C'est une œuvre qui a été créée par un peintre qui s'appelle Hervé Di Rosa. Et Hervé Di Rosa, c'est l'un des leaders, avec Robert Combas, de ce qu'on appelle la figuration libre, et qui emprunte beaucoup de ses traits, notamment à la BD, mais également au rock. Rock, c'est mon surnom. Bien. Je me suis sentie interpellée. Donc, on a entendu à l'instant le président du CRAN, Louis-Georges Tin, et l'avocat, chroniqueur Gilles-William Goldnadel. Alors, pour rappeler la polémique, les universitaires Mame Fatou Niang et Julien Suodo ont dénoncé un tableau de Hervé Di Rosa qui est à l'Assemblée nationale et qui représente la première abolition de l'esclavage de 1794. Et les personnages noirs sur cette fresque sont représentés de manière caricaturale avec de très gros
grosses lèvres rouges, sur fond de chaîne brisée, enfin des grands yeux, une peau très noire, charbon, qui n'est pas une couleur de peau réaliste. Et en fait, pour la défense d'Hervé Di Rosa, beaucoup de gens ont dit, mais c'est la manière dont il représente les personnages habituellement et quelle que soit leur couleur de peau. Sauf qu'en réalité, quand on regarde de près le travail d'Hervé Di Rosa, on se rend compte que c'est une représentation qui est très courante chez lui, mais qu'il a déjà représenté des personnages différemment. Et en fait, ce que je trouve, moi, problématique et qu'on ne comprend pas dans cette polémique, c'est que c'est pas son intention, en fait, qui nous intéresse, c'est que lui, effectivement, il se vit probablement comme une personne antiraciste, mais le fait est qu'il y a des clichés qui dépassent, en fait, l'intention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, représenter des personnes noires avec des grosses lèvres rouges, des gros yeux, une peau noire charbon, c'est pas possible. Et c'est pas possible parce que ça ne fait pas écho au sentiment que devrait convoquer une commémoration. La même manière qu'on sait, par exemple, que si quelqu'un a pour habitude de représenter absolument tous ces personnages de cette manière-là et qu'on lui commande pour commémorer la mémoire des Juifs qui ont été déportés une fresque et que la personne dit « je représente tout le monde comme ça », on va bien comprendre qu'il y a un problème et que, indépendamment de la liberté artistique de cette personne-là, c'est inconcevable de prétendre reconnaître la mémoire des Juifs et célébrer d'une certaine manière leur honneur et leur dignité qui a été entachée par les nazis en faisant une caricature qui est associée dans l'imaginaire collectif à l'antisémitisme. Donc je pense que la question du respect et de la symbolique, qui en l'occurrence est une symbolique colonialiste, pour moi est super centrale et importante. Et ce refus en fait d'entendre même Fatou Niang et Julien Suedo, pour moi, a été vraiment très... Ces gens, oui, ils veulent importer des trucs américains. Je trouvais ça vraiment, d'une certaine manière, un peu feignant sur le plan intellectuel. Ouais, moi, ce que ça m'évoque, c'est que vraiment, ça me rappelle quand l'art... l'art a toujours été un support de la pensée colonialiste, c'est-à-dire que, rappelle-toi, quand il y a eu cet engouement pour partir dans les colonies, etc., il y a énormément d'illustrations qui soutenaient cet effort d'expansion coloniale, merci, c'est le mot que je cherchais. Et donc l'émission civilisatrice, quand elles étaient sur place, elles envoyaient des cartes postales qui représentaient des personnes lascives, feignantes, à poil, qui du coup caractérisaient l'infériorité des colonisés. Et donc Là, on est en 2019 et on invoque encore la liberté artistique pour véhiculer le racisme. C'est vraiment très colonial, en fait. L'ironie, c'est que c'est à l'Assemblée nationale pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Donc c'est quand même c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire fi du contexte. On est quand même dans un pays qui a une histoire particulière à l'égard des Noirs. On sait qu'en plus les Noirs sont sous-représentés à l'Assemblée nationale, qu'en plus, pour l'anecdote, à l'entrée de l'Assemblée nationale, il y a la statue de Colbert, qui n'était pas seulement un grand ministre des Finances, mais qui est surtout l'auteur du Code noir, qui a fondé la Compagnie des Indes, qui était en charge du commerce des esclaves. Donc on voit la résonance de tout ça et on se dit que on imagine des gamins qui passent des gamins noirs qui passent devant ça, notamment ceux dont les ancêtres étaient esclaves et qui se retrouvent en fait face à une représentation qui les humilie. Et même si le gars qui a fait le truc est super sympa et qu'il a 40 000 potes noirs, en fait on s'en fiche parce que ce qui se passe c'est que la conséquence de son travail elle est négative, elle est offensante et elle est blessante. Et de ne pas comprendre qu'il doit faire preuve d'humilité tout simplement en reconnaissant que ce n'est pas approprié, c'est pas de la censure, simplement vivre ensemble en fait, ça veut dire se respecter les uns les autres. Et il y a une autre polémique qui fait écho à ça, c'est la représentation d'une pièce de théâtre à l'université de la Sorbonne qui a été bloquée le 25 mars 2019 par la LDNA, la Ligue de défense noire-africaine, la brigade anti-négrophobie et le conseil, le CRAN, le conseil représentatif des associations noires de France. Il s'agissait des suppliantes d'Eschyle, qui est le premier volet des Danaïdes. Et donc, le problème avec cette pièce, c'était que les personnes portaient des masques noirs, les personnes blanches portaient des masques noirs et c'était donc assimilable à du blackface. Comment un noir peut être représenté par un blanc, sinon par le maquillage ou par le masque? Alors le projet de masque, je l'ai eu depuis le début et puis en fait je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Donc on a maquillé les acteurs et on a travaillé avec des acteurs européens maquillés d'une couleur très foncée, brune, cuivre, presque noire. Et c'était très très beau. Quand le maquillage était très bien fait, il y a eu des hauts, des bas. Et puis
J'avais toujours le projet de faire des masques de ce client, de Danaïde. Et puis ce projet devait aboutir le 25 mars dernier, dans le théâtre tel qu'il s'est créé, largement même inventé à Athènes. Les personnages portent des masques et c'est le masque qui définit le personnage. Ça permet à un acteur de partir et de revenir avec un autre masque, donc de changer de personnage. Ce personnage, d'ailleurs, et masque, en français ce sont deux mots différents, mais en grec c'est le même mot, prosopon. Le personnage se construit une fois qu'on est derrière le masque. Il y a comme un jeu qui se fait effectivement tout. D'abord on est complètement dans le noir pratiquement. Ça crée une sorte de tour dans laquelle on est comme muré à l'intérieur de ce personnage. C'est une pratique née en Europe au XVIIe siècle, à l'époque de la colonisation et l'esclavage. Elle avait pour but de peindre une personne blanche en noir, ceci afin d'animaliser les personnes noires africaines, de les diaboliser. Il faut distinguer la tradition du masque, qui elle est théâtrale, et la tradition du déguisement, de se peindre la peau en noir, qui elle est une tradition raciale et raciste. En fait, le problème, c'était pas les masques, c'est qu'en fait, théoriquement, ils devaient porter des masques pour la représentation sur scène, mais il y a des images de la répétition qui ont fuité. Et en fait, on a vu des acteurs blancs qui avaient la peau peinte en marron pour imiter justement, comme c'est des populations étrangères qui demandent refuge, en fait, c'était ça. Et c'est ça qui a choqué les gens. On se sont dit, mais comment ça, c'est des blancs en fait qui font un blackface? Et donc, les gens qui ont fait la polémique ont entretenu la confusion en disant oui, les gens pensent que les masques sont un blackface. D'accord. En fait, donc en fait, il y a vraiment eu du blackface à même la peau des personnes. Absolument, il y a des photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux et c'est ça qui a... D'ailleurs, moi, j'ai relayé des choses parce que j'ai vu la photo de blackface et c'est ça qui m'a choquée, d'autant plus que les personnages sont censés être des personnages d'origine africaine. Donc, on a envie de dire aux gars, mais... prenez des comédiens noirs, en fait. C'est ça, c'est pas comme si on était au milieu d'un endroit où il y avait zéro noir. Enfin, on est juste le pays d'Europe où il y a le plus de noirs. Donc, a priori, c'est pas très compliqué de trouver des interprètes qui puissent faire l'affaire pour interpréter des populations d'origine africaine, quoi. Et encore une fois, là, on a crié à la censure en disant ils nous brident notre liberté artistique, on peut plus créer en paix. Voilà, en fait, c'est toujours insupportable d'utiliser cette liberté pour opprimer les autres. Donc, opprimer, là, en l'occurrence, les personnes noires, quoi. Et puis, ce que j'ai trouvé dingue aussi, c'est le niveau de réponse. C'est-à-dire que là, on a carrément eu intervention du ministre de la Culture et intervention de la ministre de l'Enseignement supérieur. Donc là, c'est vraiment l'État qui a fait corps et qui montre bien que la liberté d'expression n'est pas du tout remise en cause. C'est-à-dire que là, c'est le gouvernement qui intervient pour s'assurer que la représentation a lieu. Donc là, le débat n'a pas vraiment eu lieu parce que la question du blackface, pour moi, elle est toujours présente. Moi, je suis pas forcément partisane du blocage. Tu vois, je suis pas du tout même partisane du blocage. Mais je pense que quand même, une discussion doit avoir lieu. Parce qu'on est dans un contexte où les acteurs non blancs sont discriminés et où on n'a pas à grimer des acteurs blancs en noir. Enfin, c'est une pratique qui est une pratique colonialiste, quoi. On va enchaîner sur l'un des derniers sujets qu'on va évoquer ensemble aujourd'hui. Well, what am I supposed to do? It's hard to say. Something that started decades ago and was applauded and inoffensive is now politically incorrect. What can you do? Some things will be dealt with at a later date. If at all. Alors, on reconnaît ici un épisode des Simpsons qui date d'avril 2018. Ce sont les voix de Lisa et de Marge Simpson, où effectivement on entend Lisa dire comment se fait-il que quelque chose qui était inoffensif et qui était accepté il y a quelques années, aujourd'hui est perçu comme politiquement incorrect. Alors, ça fait écho au personnage d'Apu, qui est l'épicier dans les Simpsons, qui depuis nombreuses années est accusé de véhiculer des clichés racistes sur les personnes qui sont originaires d'Inde. Il y a beaucoup d'Américains d'origine indienne qui ont été stigmatisés, notamment dans leur scolarité, et critiqués à cause de cet accent. Il se trouve que Apu, en fait, n'est pas interprété par une vraie personne d'origine indienne, mais par Hank Azaria, qui lui fait un accent indien en fait complètement ridicule. Et c'est en 2017, avec la diffusion du documentaire The Problem with Apu, dans lequel le comédien
comédien américain d'origine indienne Hari Kondabolu a pointé du doigt plusieurs raisons pour lesquelles le personnage d'Apu posait problème. Donc il lui a posé problème à lui quand il était enfant, et puis il a fait plein d'interviews en fait d'autres personnes d'origine indienne ou pakistanaise qui avaient été en fait malmenées durant leur jeunesse à cause de ce personnage très caricatural. Et il y a d'autres célébrités, donc parmi elles comme Aziz Ansari, l'humoriste comédien, ou encore Whoopi Goldberg. Ce qui est intéressant, c'est que Whoopi Goldberg, elle considère vraiment que c'est l'équivalent des minstrel shows. Donc les minstrel shows, en fait, c'était les spectacles dans lesquels, pendant la ségrégation, des blancs se grimaient en noir et en fait les interprétaient de manière ridicule. Et pour elle, le personnage d'Apu, c'est vraiment le minstrel show des temps modernes, quoi. Ouais, ce serait le brown face, en fait, parce que je sais pas comment il qualifie la couleur de peau des personnes indiennes, si c'est yellow face parce qu'ils sont asiatiques, ou est-ce que c'est plus brown face, enfin en tout cas... c'est un vrai débat là, on va dans les abysses du wokisme. C'est ça. Et là, quand on écoute Lisa Simpson, elle dit c'est vraiment triste que quelque chose qui existe depuis très longtemps pose vraiment problème maintenant. En fait, il n'y a pas d'antériorité. C'est ça. Et puis de remise en question. Oui, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'un truc existe depuis très longtemps que forcément c'est juste, et que forcément c'est bénéfique en fait. Ça peut être depuis très longtemps que les personnes subissent ça, et que si c'est que maintenant qu'on se réveille et qu'on se dit attends, finalement on a le pouvoir de pouvoir vous dire que ça va pas, et voilà. Parce qu'il y a des trucs qui existent depuis très longtemps, genre le sexisme. On n'est pas d'accord. Et effectivement, les voix des femmes se sont exprimées, non plus exprimées que finalement fortement, très tardivement, quoi. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que il y a aussi quelque chose que les gens ne réalisent pas, c'est que par exemple le réalisateur du documentaire, c'est quelqu'un qui a la trentaine. Donc ça veut dire qu'au début des Simpsons, il était vraiment tout petit, voire il venait à peine de naître. Donc il n'était pas en mesure en fait de faire ce documentaire qu'il peut faire aujourd'hui, parce que c'est un humoriste, un comédien qui a le pouvoir de négocier des deals et de faire produire un documentaire sur le sujet. Donc c'est comme en fait ce qui se passe en France avec Michel Leb, où les gens disent mais Michel Leb dans les années 80 personne ne disait rien. Juste moi, franchement dans les années 80 j'avais 5 ans. Donc clairement j'étais pas contente, mais j'avais pas ni les moyens, ni les mots, ni la possibilité de faire entendre mon avis. Et c'est vrai que nos parents qui étaient immigrés, franchement ils avaient autre chose à foutre que de balancer des pétitions au CSA. Ils avaient souvent des urgences immédiates économiques à remplir, et puis en plus je pense qu'ils avaient la différence de nous, ils se vivaient pas suffisamment comme étant dans leur pays pour se permettre peut-être d'intervenir dans le débat public. Mais c'est ça aussi, c'est pas que la caricature est devenue tout d'un coup inacceptable, c'est qu'elle l'a jamais été, mais qu'autrefois les gens n'avaient pas forcément les moyens de répondre. Et ce truc sur tout va devenir politiquement correct, parce que Lisa Simpson a dit aussi ça dans c'est triste, tout va devenir politique. Mais en fait, c'est quoi le risque que les choses deviennent politiquement correctes? Moi, j'aimerais savoir, est-ce que la société va devenir trop polie? Est-ce que tu vois, on sera trop bienveillant? On va plus offenser personne. Ah non, on pourra plus dire de gros mots. Mais si, tu pourras toujours. En fait, c'est cette idée que le politiquement correct, c'est quelque chose de pas souhaitable. Peut-être que si, en fait, je sais pas. Si on. Peut-être ça va mettre une bonne ambiance, juste. Par contre, moi, ce qui m'attriste, c'est quand même que le personnage soit supprimé purement et simplement du show, parce que quand il n'y a qu'une personne d'origine indienne sur un show et que à cause d'un problème, finalement, ce qui arrive, c'est que le personnage est juste supprimé. Moi, ça m'attriste parce que ils auraient pu trouver autre chose. Il aurait pu soudainement ne plus avoir d'accent, parce que je sais pas, en fait, peut-être demander à un vrai indien de faire être doublé, être incarné par une personne qui a un vrai accent de personne primo-arrivante. J'ai dit de faire son accent et dire de faire sa voix d'ailleurs. Faire sa voix, voilà. En fait, le problème, c'est pas l'accent finalement dans le personnage, c'est le personnage qui est problématique. C'est que c'est un personnage qui a une petite échoppe, donc un convenience store, et qui compile tous les stéréotypes des personnes indiennes aux États-Unis, et qui parle avec cet accent qui n'existe pas. Et c'est ça qui est dénoncé par le réalisateur du documentaire de Purman Butapu, c'est que tout ça c'est fantasmé. Et ce que je trouve fou, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, si le personnage disparaît, d'une certaine manière, c'est un aveu. Ça veut dire vous n'êtes pas capable en fait de faire un Apu qui ne soit pas raciste.
Et ça, c'est ouf. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de le faire en dehors des stéréotypes qui sont pensés depuis... Enfin, ça fait 30 ans que ça existe, les Simpsons, c'est 1989, quoi. Tu te dis, mais en 30 ans, il y a quand même plein de comédiens d'origine indienne ou indiens eux-mêmes qui peuvent interpréter le personnage et maintenir le fait qu'il soit drôle sans que ce soit ridicule ou humiliant. Donc, c'est une forme d'aveu qui m'interpelle quand même. Alors, c'est pas qu'aux États-Unis, parce qu'il y a aussi, nous aussi, on a notre lot de Apu, ici en France. L'honorable étranger a sauvé ma misérable vie. Pour le remercier, puis-je l'inviter à goûter mon honorable nourriture? Bonne idée. Les émotions s'accreusent. Il ne pourrait pas prendre une fourchette comme tout le monde, non? Vous n'auriez pas une fourchette? Certainement, la mienne. Les baguettes sont pour les honorables clients. Oh, c'est fameux. L'honorable Lucky Luke est trop indulgent pour cette misérable pitance. Qu'est-ce que c'est, vous faites? Du vautour laqué. Chong a servi à ta noble monture des coyotes au citron. Et une chance que ce ne soit pas du rantanplan. Ah là là. Les Chinois mangent du rantanplan. Voilà. Ça, c'est vraiment... Mais c'est catastrophique. Ça, c'est catastrophique. Ouais, c'est de Lucky Luke dans un album qui s'appelait... un truc avec le riz, pardon. Enfin, bon, bref. Bon. Donc, c'était Lucky Luke et l'honorable Chong Yen Lee, qui est restaurateur. Alors, c'est pas un personnage récurrent. Chong Yen Lee, il n'apparaît que dans cet album. Mais il y avait un personnage récurrent qui s'appelait Ming Li Fu, qui était blanchisseur. Donc, il y a encore un espèce ramassis de clichés, c'est-à-dire que ce personnage qui parle avec un accent. Bon, c'est pas de problème, l'accent en soi, mais il parle avec ces phrases là, l'honorable. Qu'est-ce qu'il parle comme ça en fait? Il leur fait manger quand même du vautour et du coyote. Enfin, je veux dire, c'est tout rien qui va. Ça, rien ne va. Donc voilà. Donc il y a aussi en France des personnages très caricaturaux dans nos animés qui compilent aussi tous ces tares que The Problem with Apu a dénoncé aux États-Unis. Sauf que nous, on n'est pas prêts encore pour remettre ça en cause, parce qu'on aura les mêmes arguments que Lisa Simpson a soulevés. Ça fait longtemps que ça existe, ça n'a choqué personne depuis. C'était mieux avant. C'était mieux avant, voilà. Mais donc, d'ailleurs, dans les Simpsons, on peut relever aussi le fait que les personnages noirs sont doublés avec des accents... on ne sait pas trop si c'est africain ou antillais, alors que ce sont des Afro-Américains. Donc du coup, il y a aussi cette question-là, à part le médecin, Lenny, je ne sais plus lequel, les deux potes de Homer, là, c'est Carl et Lenny, donc je crois que c'est Carl, le noir, enfin les deux potes de Simpson. Ouais. Je ne sais plus qui est Carl et qui est Lenny, en tout cas un des deux a une voix avec un accent et qui n'a aucun sens, puisque le mec est américain, né aux États-Unis. Donc du coup, il y a toujours ce truc-là où on met des accents, là où il n'y a pas forcément de nécessité. Donc en France, il y a du boulot aussi. Ouais. Bah écoute, nous arrivons à la fin de ce numéro de Kif Taras consacré à quelques polémiques qui ont égrené ces derniers mois. Évidemment, ça n'a aucune vocation à être exhaustif. Nous avons dû faire des choix, sinon l'émission aurait pu durer 12 heures sans aucun problème. C'était un réel plaisir que de pouvoir échanger de manière posée autour de ces questions raciales et si taboues en France. Notre but dans Kif Taras depuis le début, c'est d'aborder ces questions de manière décomplexée, sur des sujets qui sont hélas omniprésents et difficiles à aborder. Nous avons l'ambition de privilégier la parole des personnes concernées, celles qui subissent les conséquences négatives du racisme, et nous remercions toutes celles et ceux qui se sont succédés à notre micro tout au long de la saison. Nous vous remercions, vous aussi, chères auditrices et chers auditeurs, d'être aussi fidèles et de plus en plus nombreuses et nombreux. Nous recevons bien tous vos mails, on tient à le signaler, même si on n'est pas toujours très très réactifs, on est désolé, mais on les lit avec attention. C'est drôle, c'est émouvant, nous vous sommes très très reconnaissantes de nous faire confiance et de partager avec nous vos impressions et vos vécus. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur ce qu'on a vécu, ces polémiques des derniers mois. Si vous étiez d'accord avec nos analyses et commentaires, ou si au contraire vous êtes totalement en désaccord, contactez-nous sur kiftaras@binge.audio ou sur les réseaux sociaux en suivant @kiftaras sur Twitter et sur Facebook ou avec le hashtag Kiftaras.
Kiftara, c'est un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Jules Cros. On se retrouve bientôt, c'est la dernière de la saison, mais on ne manquera pas de vous retrouver prochainement pour une nouvelle plongée dans les questions raciales sur des thèmes que nous n'avons pas encore explorés. On est à l'écoute de vos suggestions également. Merci beaucoup, Grace. Merci, Rokhaya. Merci pour cette belle année. À bientôt. À bientôt.